Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. C'est le Nulos du football, c'est la Coupe du Monde 2022 qui débute. On va faire la présentation de chacun des groupes de cette Coupe du Monde 2022 de football. On va voir un petit peu qui peut se qualifier, qui aura peut-être du mal à se qualifier. On verra un petit peu la composition de chacune des équipes et un petit peu ce qui s'est passé pour ces équipes depuis la dernière Coupe du Monde. Et puis on verra le calendrier des matchs également. Et je vous dirai quel match est sur beIN, quel match est sur TF1 et beIN pour suivre la compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos Coupe du Monde, mais il y a également d'autres contenus sur la chaîne, notamment la route du Rhum et les sports d'hiver. N'hésitez pas également à regarder EPS 2.0, à écouter EPS 2.0 sur Spotify et à aller sur TikTok. Bon, pourquoi le Nulos du football pour ceux qui se demandent, je ne vais pas le répéter 150 fois, mais je regarde principalement les compétitions nationales. C'est-à-dire je ne regarde pas la Ligue 1, je ne regarde pas les championnats par équipe, on va dire, de ville. Je regarde seulement les compétitions entre nations. Donc voilà, Nulos du football, je fais avec mon analyse. Mais moi au moins je le dis, alors que d'autres ne le disent pas. On regarde tout de suite ce groupe A composé du pays hôte, le Qatar, avec également l'Équateur, le Sénégal, également les Pays-Bas dans ce groupe du pays hôte. C'est un groupe où on sent qu'il y a une équipe qui se détache, puis d'autres équipes un petit peu un peu plus, un peu moins fortes. On commence avec le Qatar, l'équipe priorité au pays hôte du côté du Qatar. Donc le Qatar qui a réussi à récupérer l'organisation de cette Coupe du Monde, de manière pas tout à fait logique, vu que normalement les États-Unis avaient un dossier qui était bien meilleur. C'était le pire dossier, il faut savoir, le Qatar. Et le Qatar, donc qui essaye de faire du soft power, tout simplement avec cette compétition. On commence tout de suite avec cette équipe du Qatar. Donc première participation à une Coupe du Monde. Classement FIFA qui était de 51e au moment du tirage au sort et maintenant ils sont désormais 50e au classement FIFA juste avant le départ de cette Coupe du Monde donc il est qualifié en tant que pays organisateur comme d'habitude. Ça c'est quelque chose d'assez c'est normal du côté d'une Coupe du Monde. On va y arriver. Du côté des matchs amicaux, ils ont fait match nul face à la Slovénie et face à la Jamaïque. Ils ont perdu face au Canada. Ils avaient fait match nul également face au Chili. Ils ont gagné face au Guatemala et à l'Albanie et gagné face à la Bulgarie. On voit que c'est une équipe qui aura du mal, je pense, dans cette compétition. Il faudrait quand même un peu de surprise pour que le Qatar puisse aller loin dans cette compétition. Du côté de l'effectif, c'est un effectif qui est composé de joueurs locaux, de joueurs qui ne jouent que dans le championnat qatari. Il n'y a pas de joueurs qui jouent à l'étranger. Beaucoup de joueurs, notamment de Al Sadd, qui est le club le plus important. Donc vraiment, et de Al Douaï, au niveau du milieu de terrain. Mais vraiment, ce sont des joueurs qui sont de la même équipe, des joueurs qui ont peu d'expérience au niveau international. Vous avez juste un joueur qui est né au Portugal, c'est Pedro Miguel Carvalho Deus Correa. Pedro Miguel,
on va faire plus simple, qui voilà, a 32 ans, qui est né au Portugal. Mais sinon, c'est beaucoup de joueurs qui sont nés directement au Qatar, ce qui est assez rare, hein, parce qu'on sait que les Qataris, souvent dans le sport, ils aiment bien naturaliser des concurrents. Ils l'ont fait notamment sur le demi-fond, où ils prenaient des Kenyans, ils prenaient des Éthiopiens. Mais voilà, on se souvient également des championnats du monde de handball, où c'était une équipe, je crois qu'il y avait un seul joueur qui était Qatari. Et là, ils ont décidé de prendre le vivier local pour les Qataris. Voilà, donc pas de grosse surprise du côté de cette sélection. On a un joueur, Akram Alif, qui devrait être le joueur, Akrar Afif, pardon, qui devrait être peut-être le joueur le plus important. Voilà, il a joué dans des clubs espagnols notamment. Désormais, il joue au Qatar. C'est un joueur qui a 26 ans. Qui, on pouvait redire, est un petit peu la star de cette équipe. C'est le joueur offensif de cette équipe. Une sélection qui est emmenée par Félix Sanchez. On passe à la deuxième équipe du groupe. C'est l'équipe d'Équateur, hein, qui jouera son premier match face au Qatar. L'Équateur qui participe à sa 4e Coupe du Monde. Ils étaient 46e au moment du tirage au sort au classement FIFA. Ils sont désormais 44e. La meilleure performance, c'était un 8e de finale en 2006 pour l'Équateur lors de la Coupe du Monde en Allemagne. L'Équateur qui est passé bien entendu par des qualifications, les qualifications de la zone Amérique du Sud, qualifications qui n'ont pas été faciles pour l'Équateur, qui est en fait le dernier pays à s'être qualifié directement, parce que je rappelle que dans la zone Amérique du Sud, vous avez 4 équipes qualifiées directement, et puis ensuite vous avez une équipe qui doit passer par un barrage. Donc l'Équateur a réussi à prendre cette 4e place. Ça n'a pas été si facile que ça pour l'Équateur. L'Équateur qui avait quand même fait match nul, notamment face au Brésil, lors du 15e match pour eux. Ils ont fait match nul également face à l'Argentine lors de la dernière rencontre. Mais ils avaient perdu face au Venezuela, qui est un petit peu l'équipe la plus faible de ces nations sud-américaines. Ils ont perdu face au Pérou aussi. Et ils s'étaient imposés difficilement face à la Bolivie, 3-2. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est pas totalement régulière au niveau de ses résultats. C'est une équipe qui a tendance à marquer pas mal de buts, mais aussi à en prendre pas mal dans ces différentes rencontres. Voilà, c'est pas l'équipe qui est forcément la meilleure au niveau des clean sheets, surtout sur les 4 dernières rencontres. Hein, ils ont à chaque fois encaissé un but, ce qui n'était pas totalement le cas auparavant, mais voilà, c'est une équipe qui doit faire des progrès défensivement. Ensuite, ils ont fait quelques matchs amicaux, ils ont notamment fait match nul face à l'Arabie Saoudite, et ils ont battu difficilement le Cap-Vert 1-0, donc là on voit aussi l'Équateur, pas forcément l'une des meilleures équipes du groupe. Dans cette formation, il y a une star, c'est Ener Valencia, qui est le joueur de Fenerbahçe, qui a fait un gros début de saison. Alors, hop là, j'ai vu ça dans les statistiques, que je retrouve ici mes statistiques. Le joueur de Fenerbahçe qui a fait 15 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres avec le Fenerbahçe, donc vraiment un gros début de saison de Ener Valencia. Sinon, vous avez quand même des joueurs qui jouent majoritairement aux États-Unis et au Mexique, mais vous avez notamment Jackson Porozo qui joue à 3, vous avez Piero Hincapié qui joue au Bayer Leverkusen. Et puis vous avez des joueurs qui jouent en Équateur, notamment les 3 gardiens. Les 3 gardiens qui jouent en Équateur, avec 2 gardiens qui ont 35 ans. Et le joueur le plus jeune à 20 ans, c'est Jérémy Sarmiento qui joue à Brighton en Angleterre. Donc voilà, c'est une équipe qui a plutôt des jeunes joueurs. Hein. On a également Piero Hincapié, il a 20 ans. Voilà. Et puis vous avez quelques anciens qui encadrent le groupe, notamment les 2 gardiens, notamment Roberto Arboleda qui a 31 ans. Et puis Valencia qui a 33 ans. Et c'est une équipe qui a pris seulement 4 attaquants, beaucoup de milieux de terrain, 11 milieux de terrain pour 9 défenseurs. Donc voilà, normalement, c'est vrai que même l'équipe de France a pris plus d'attaquants que 4. Donc c'est une sélection qui va plutôt essayer d'avoir un gros milieu de terrain. On poursuit
avec la troisième équipe. La troisième équipe, eh bien, c'est le Sénégal. Sénégal qui participe à sa troisième Coupe du Monde. On se souvient, bien entendu, du Sénégal qui nous avait fait des misères lors de la Coupe du Monde 2002, qui est arrivé jusqu'en quart de finale en 2002 après avoir battu la France lors du premier match. Le Sénégal qui était 20e au moment du tirage au sort au classement FIFA et qui est désormais 18e. Comment ça s'est passé du côté du Sénégal emmené par Aliou Cissé? Eh bien, il s'était imposé facilement lors du deuxième tour des qualifications. Je rappelle que comme ça fait partie des meilleures équipes, ils étaient exemptés du premier tour, pardon. Donc le Sénégal qui avait pris 16 points dans cette phase de qualification avec 5 victoires, 1 match nul. Match nul qu'ils ont réalisé face au Togo. Voilà, ce qui était un petit peu surprenant, mais le Togo était la deuxième équipe de ce groupe. Ensuite, c'est une équipe qui a dû passer par le fameux troisième tour. On sait qu'en Afrique, c'est très compliqué pour aller à la Coupe du Monde. Ils ont dû jouer face à l'Égypte. C'était en plus un match assez important parce que le Sénégal avait battu l'Égypte lors de la CAN. Donc c'était vraiment presque le match retour. Lors du match aller, victoire de l'Égypte 1-0, et puis le match retour qui était vraiment dans une ambiance très très chaude avec pas mal de lasers qui étaient notamment sur la phase de penalty où il y avait les joueurs égyptiens qui ont pris plein de rayons laser voilà, dans les tribunes. L'ambiance était vraiment pas top, c'est pas ce qu'on aime le plus dans le football, c'était un peu presque détestable comme ambiance du côté du stade sénégalais. Donc victoire du Sénégal 1-0 face à l'Égypte et 3-1 au tir au but vu qu'on était à égalité, 1 partout, la balle au centre. Donc il a fallu passer par des prolongations et des tirs au but. 2 matchs de préparation au mois de septembre pour les Sénégalais. Victoire 2-0 face à la Bolivie et match nul 1-1 face à l'Iran dans ces 2 rencontres. Du côté de la sélection, eh bien, ça a été presque la grosse info quand même, blessure de ces derniers jours. C'est la blessure de Sadio Mané, le joueur le plus important de cette formation. Sadio Mané qui a une blessure au niveau du péroné, qui ne jouera pas le premier match. On ne sait pas s'il sera disponible pour la compétition. C'est un petit peu une surprise quand on l'a vu sélectionné. Il y a également Bouna Sarr qui n'est pas sélectionné, qui est encore blessé, lui qui a été opéré d'un tendon rotulien. Et puis on a Baldé également qui est suspendu pour un problème de contrôle antidopage. Sinon, au niveau des joueurs, on a quelques joueurs qui jouent en France, notamment Bemba Dieng qui joue à l'Olympique de Marseille comme Pape Gueye. Nous avons également Crépin Diatta qui joue à Monaco, Formose Mendy qui joue du côté d'Amiens en 2e division, Ismail Jacobs qui joue du côté de Monaco, et puis Alfred Gomis qui joue au Stade Rennais. Aucun joueur joue dans le championnat national, le championnat sénégalais, ils jouent tous à l'étranger. On a des joueurs qui jouent en Grèce, Chypre également, pour Mustapha Namé, et puis Allemagne pour Sadio Mané, Italie pour Boulaye Dia à la à Salernitana, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà, donc c'est une équipe où on a un petit peu tous les pays, tous les grands championnats européens qui sont représentés dans cette sélection. Et puis au niveau de l'âge, le joueur le plus âgé à 33 ans, c'est Idrissa Gueye, et le joueur le plus jeune à 21 ans. 2 joueurs qui ont 21 ans, c'est Nicolas Jackson de Villarreal et également Formose Mendy du côté de Amiens. Et puis la dernière équipe, l'équipe peut-être la plus forte du groupe, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui participent à leur 11e Coupe du Monde. Ils ont un peu souffert pour revenir du côté de la Coupe du Monde. Ils étaient 10e au moment du tirage au sort, 8e maintenant désormais au classement FIFA. C'est la 11e participation des Pays-Bas à la Coupe du Monde, finaliste en 74, 78 et 2010, et 3 fois ils ont perdu. Équipe qui est désormais emmenée par Louis van Gaal, un peu le Aimé Jacquet, on pourrait dire, local. Du côté des qualifications, eh bien, les Pays-Bas
ont réussi à se qualifier dans un groupe où c'était pas simple, notamment face à la Turquie et la Norvège. Ils ont fini premier de leur groupe avec 23 points, 7 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. La défaite c'était lors de la première rencontre face à la Turquie et les 2 matchs nuls c'était face au Monténégro et face à la Norvège. Ensuite, il y a eu notamment la Ligue des Nations, deux victoires face à la Belgique, notamment 4-1. Il y a eu une victoire également face à la Pologne, victoire face au Pays de Galles et un seul match nul face à la Pologne. Ils ont également fait match nul face à l'Allemagne en match amical et ils avaient battu le Danemark 4-2 lors de leur dernière rencontre. Du côté de l'effectif, eh bien, on a quelques surprises, notamment Xavi Simons qui a seulement 19 ans va faire sa première compétition. Joueur du PSV Eindhoven qui a fait un gros début de saison. Nous avons également parmi les classiques notamment Memphis Depay, le joueur du FC Barcelone. Nous avons Virgil van Dijk, le joueur de Liverpool. Et puis nous avons Matthijs de Ligt du Bayern de Munich. Denzel Dumfries, lui, est encore incertain. Il se serait peut-être blessé lors de son dernier match avec l'Inter de Milan. On a Frenkie de Jong du FC Barcelone aussi. Donc voilà, c'est une équipe solide. On sait c'est une équipe avec des joueurs qui commencent à avoir pas mal d'expérience, qui ont aussi connu la galère de pas aller à la Coupe du Monde. Donc voilà, ça forge un petit peu le caractère de cette équipe qui offensivement ça tourne quand même pas mal. Parce qu'on rappelle qu'ils ont fini la phase des qualifications avec 33 buts marqués pour 8 buts encaissés, avec notamment d'excellents pistons à droite comme à gauche. On regarde tout de suite le calendrier de cette Coupe du Monde, vous l'avez à l'écran, calendrier de ce groupe A. Eh bien, ça commencera avec le premier match Qatar-Équateur qui sera diffusé sur TF1 et beIN Sport. Et puis ensuite, tous les autres matchs ne seront diffusés que sur beIN. Le 21 novembre, nous aurons à 17h Sénégal-Pays-Bas. Je rappelle que ce sont les horaires français. Ensuite, nous aurons le 25 novembre Qatar-Sénégal et Pays-Bas-Équateur pour finir avec Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar. Pour moi, mes pronostics, qui je vois passer les Pays-Bas, je pense que c'est un groupe très facile pour les Pays-Bas qui vont pouvoir, je pense, se qualifier après 2 matchs parce que même si le Sénégal est peut-être la rencontre la plus compliquée sans Sadio Mané, ça va peut-être être compliqué pour le Sénégal et le deuxième match face à l'Équateur me semble tout à fait abordable. Ensuite, ça va être très ouvert en fait entre les autres équipes. On pense que le Qatar aura du mal à se qualifier. Ça devrait jouer entre l'Équateur et le Sénégal. Est-ce que le Sénégal arrivera à jouer correctement sans Sadio Mané? Si c'est le cas, normalement ils se qualifient, ils sont au-dessus de l'Équateur, mais il faut toujours se méfier de l'Équateur parce que c'est une équipe qui est solide et puis avec des joueurs qui ont l'air d'être plutôt en forme. Donc on se retrouve dès dimanche pour faire le débrief du premier match entre le Qatar et l'Équateur. Il y aura également le débrief à la mi-temps, ça sera sur TikTok et le débrief de 2h30, 3h après le match. Non, je déconne, on va essayer que les débriefs soient 1 heure après les rencontres. Donc voilà, de faire des débriefs pas trop longs de chacune des rencontres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao!